Ndaoud.com, le site toujours au cœur du terre-terre. On est revenu voir, vous l'avez déjà vu, devant la caméra Ndaoud.com avec tonton Marcel. Il est là, il s'appelle JSK, un talentueux artiste de R&B. Bonjour à toi JSK. Salut. Ça va ou quoi? Tranquille, toujours là. Bah là, on est revenu te voir un peu C'est la deuxième fois là. Pour les nouveaux projets. Ouais. Et justement. J'avais averti, hein. Ah, c'est vrai, t'avais averti tonton Marcel. J'avais averti, je dis bon. Je suis là et pour longtemps. Et pour longtemps. Ouais. Bon, avant de commencer, avant de rentrer, moi j'avais une question. Ouais. JSK, comme moi je suis algérien, et j'ai passé je sais que je t'attends à la question. Et j'ai passé ma jeunesse à supporter un club de foot qui s'appelle Jeunesse Sportive Kabylie. Est-ce que JSK, t'as pas peur que ça te porte préjudice parce que c'est un club de foot qui existe déjà et que c'est une marque déjà en plus déposée? Au début, en fait, tu sais, moi on m'a toujours appelé comme ça en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand même mes potes, quand j'étais jeune et tout, on m'appelait JSK, JSK, JSK. Du coup, en fait, pour moi c'était logique de garder ça. En fait, c'est les initiales de. C'est mes initiales de mon John prénom Steve en fait. Kent, John Steve Kent, c'est mes initiales, tout simplement. Donc, du coup, comme c'était long, tout le monde m'appelait JSK en fait. Pourtant, t'as un nom d'américain. Quand t'aurais pu faire John Steve, Steve Kent. Même mon producteur il me dit ça, il me dit mais pourquoi t'as pas gardé John Steve Kent? Ben justement, c'est ça le problème, c'est que je suis chanteur de R&B, plus John Steve Kent. Voilà, je trouvais que ça faisait trop. Et puis en fait, on m'a toujours appelé comme ça en fait, JSK, JSK, JSK. Donc du coup. Le buzz s'est fait comme ça, t'as envie de continuer sur ce Je pense que c'est bien, tu vois, quand tu restes sur quelque chose, après que ce soit une marque déposée ou pas, tu vois, c'est comme ça. Hein. C'est comme il y avait un groupe anglais qui s'appelle Aston Villa. Donc voilà, c'est un club de foot aussi. Ils ont fonctionné, ils ont marché de fou et ça n'a pas porté préjudice. Et bizarrement, même sur ma page Facebook, il y a des Algériens qui m'ajoutent tous les jours. Tous les jours, j'ai des Algériens qui m'ajoutent. C'est ce que je disais à mon pote tout à l'heure. Tous les jours, j'ai des Algériens qui m'ajoutent et ça me fait rire parce que du coup, en fait, ils me soutiennent en fait. C'est plus une force qu'un inconvénient. Ouais, c'est plus une force. Mais il faudra m'offrir le maillot jaune. Ah, jaune et vert. Jaune et vert. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ah oui. Bah, on est revenu te voir aujourd'hui. Tu vas nous parler justement, c'est quoi les projets pour lesquels on est revenu aujourd'hui te voir? Bah, déjà, le projet pour lequel vous êtes venu, qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est pour ma chanson Danser sur le monde. Danser sur le monde en featuring avec Tito Prince. Avec Tito Prince, gros big up à lui, gros artiste que moi j'ai découvert justement dans Panama en réalité. Un vrai morceau, c'est vrai qu'il manque un peu de visibilité, mais franchement vous avez fait un bon son et soutenez aussi Tito Prince. Merci beaucoup. Ouais, Tito Prince qui pour moi, après ce n'est que mon avis, hein, pour moi qui est l'un des meilleurs gars du game actuellement, que ce soit lyricalement, que ce soit au niveau de son personnage, que ce soit au niveau de ses choix, de ses directions. Là, je pense que la lumière elle va arriver sur lui dans pas très longtemps. Là, il commence déjà à tourner en télé. Et en plus, on a signé dans le même label. C'était une coïncidence, ça aussi. Mais je lui avais proposé le morceau avant qu'il signe chez Vagra, mais avant que moi-même je signe chez Vagra. Mais parle-nous, comment s'est faite justement cette rencontre avec Tito Prince? En fait, Tito Prince, il me connaît depuis que j'ai 17 ans. Voilà. Donc, il me connaît depuis que j'ai 17 ans et c'est ce que je fais. Il m'a toujours soutenu et il m'a dit une phrase. Vraiment comme un grand sage, il m'a dit le jour où tu as un projet sérieux, tu m'appelles. Et il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole 10 ans après. Ouais. Donc du coup, en fait c'est plus moi qui suis parti le voir parce que je savais qu'il allait coller au morceau en fait. Je savais qu'il allait fumer le morceau. J'ai coécrit le morceau avec Django Jack de Factor X. Et j'avais big up à lui. Et j'avais fait dans ma mixtape un morceau avec Olkinry. Big up à lui aussi. Et du coup en fait c'est un peu la même famille. Et du coup... quand je coécris le morceau avec Django, en fait, lui et moi, on s'est même pas posé la question en fait. On savait qu'il fallait un feat. Il y a une alchimie directe. On a compris direct que c'était lui en fait. On n'a même pas cherché à comprendre. Vous êtes dit, faut faire quelque chose. Il faut faire Tito, voilà. On a écrit le morceau il est là. On se regarde comme ça, on va mettre qui derrière. Ce fameux morceau qui s'appelle justement Danser sur le monde. Danser sur le monde. Hein? Pourquoi danser sur le monde? Parce que je suis danseur. Je chante, mais je danse aussi, j'ai toujours dansé. Ça fait partie de mon univers, de ma palette. Et pour moi, c'était logique de venir avec un morceau où je me présente complètement. Donc, du coup, danser sur le monde, c'est aussi pour que les gens comprennent que ça fait partie de moi, que la danse fait partie de moi, mais aussi c'est un message d'espoir et c'est un message de combativité, de jamais lâcher ses objectifs. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, hein, quand on a un objectif dans la tête et qu'on sait qu'on est fait pour ça, il ne faut jamais lâcher. Jamais. On a beau dire
toutes les choses du monde, comme quoi tu vas pas y faut suivre la arriver. direction de son cœur. Faut suivre son instinct. Et surtout quand on sait qu'on est fait pour ça. Après, si on est nul, bon bah là, voilà. Si on... Faut quand même essayer. Il faut quand même essayer. Il y a des gens qui essayent. Regarde sur YouTube, il y a des gens. Surtout à rappeler que le clip est déjà sur tous les gros sites de rap, partout, sur Internet, sur Génération, sur YouTube, partout. Je vais vous montrer justement la jaquette du single. Regardez-moi ça, une belle jaquette en noir et blanc. Regardez bien un peu le graphisme, le visuel. Tout ça. Il est là aujourd'hui en chair en os. D'ailleurs, gros big up au graphiste qui m'a fait c'est mes initiales que je crois que je vais garder durant toute ma carrière, c'est Alassane. Donc très bon illustrateur. Tu ferais pas son travail. Ah ouais, de fou, de fou. Et là on va vraiment passer un petit peu aux choses sérieuses. Et c'est vrai que le R&B en ce moment, pas qu'en ce moment, hein, il y a quelques années, depuis quelques années il est mort en France. C'est-à-dire, on voit plus des artistes comme Matthew Stone, comme Karine, et j'en passe, et j'en passe. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que je vais pas dire que le R&B il est discriminé, mais je vais dire que le R&B on le voit plus. Pourquoi aujourd'hui on voit plus d'artistes R&B dans le monde musical français? Moi je pense tout simplement que quand on décide de faire du R&B français, il faut s'adapter à son marché. C'est comme n'importe quel, c'est comme n'importe quel produit, je sais pas, si tu sais que tu as un produit qui va fonctionner dans un pays, tu vas t'adapter à la culture. C'est pareil pour le R&B. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Tu veux dire que le R&B c'est pas une culture française, c'est ça que tu veux dire? De base non, de base non. Donc comme ça fait pas partie de la culture française. Pourtant il y a eu des gros tubes. Il y a eu des gros tubes, mais ça a été combien de tubes? Pas beaucoup, on peut les compter sur les doigts de la main. Et ça a été par période. Quand Matthew Stone fait R&B de rue et que ça explose en France parce que tout le monde connaît cette musique, mais c'est une prouesse en fait. C'est une vraie prouesse parce que faire aimer du R&B aux gens, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça fait pas partie de la culture, parce que tout de suite les sonorités, les gens n'ont pas l'habitude. Pourtant c'est mélodieux, pourtant mais ça fait pas partie de notre culture. Il n'y a pas de violence. Mais ça fait pas partie de notre culture. Donc ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adapter cette musique à son marché. Et pourtant on écoute du R&B américain. Et ils disent des bêtises dedans en plus. Et en boîte, ou même dans la voiture, on est là et on chante leurs bêtises. Mais voilà, on est en France, il faut faire attention au texte, il faut faire attention aux messages et surtout il faut s'adapter à son marché. Moi c'est toujours comme ça que j'ai réfléchi avant même de faire Danser sur le monde. Là c'est un projet qui au final a été vraiment qui a été très réfléchi en fait. Je suis pas venu comme ça et j'ai fait Danser sur le monde. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ce que je devais faire et ce que je ne devais pas faire et ça a donné la sonorité de Danser sur le monde. Donc et je suis d'ailleurs très fier de ce morceau. Parce qu'au final, que ce soit au niveau du beat, que ce soit au niveau des mélodies, des paroles, du 16 mesures de Tito, en fait... T'as mélangé un peu de... J'ai tout mélangé et surtout j'ai essayé de conserver, d'essayer de ne pas m'éloigner de la culture, de ma culture française, tout ça.